Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui fait partie de la série dédiée à la préparation de la certification AWS Cloud Practitioner. Donc l'AWS Cloud Practitioner est une certification d'entrée, je dirais d'entrée de gamme, mais c'est pas péjoratif. C'est effectivement la première certification générale AWS qu'on fait. Et ensuite, eh ben, en fonction de son niveau de spécialisation, d'expertise, on peut prendre d'autres certifications qui, elles, sont un petit peu plus deep dive, un peu plus techniques. L'objectif de cette certification, c'est d'avoir une bonne connaissance globalement sur ce que c'est que le cloud AWS, euh, les grands éléments à connaître tels que effectivement ce que c'est que du cloud computing, les différentes structures de l'infrastructure globale d'AWS, les frameworks, le CAF et le WAF, la gestion des prix, et puis après différents services AWS, allant du stockage en passant par le réseau, les bases de données, et notamment également le compute. Eh bien, l'objectif de cette vidéo-là, ça va être de voir un petit peu les grands éléments ou les grands services de type compute qu'il faut connaître pour passer cet examen et donc connaître entre guillemets, le minimum syndical dans le cloud AWS. Donc on va aller voir le compute dans AWS. Alors, première chose, quand on va parler de compute dans AWS, eh bien, le premier terme à connaître, c'est Amazon Elastic Cloud Compute, EC2, qui est vraiment un des services les plus historiques euh, d'AWS et qui va vous permettre basiquement de faire des machines virtuelles. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir effectivement déployer facilement sur la plateforme AWS des machines virtuelles, Linux ou Windows, de différentes tailles, différents gabarits en fonction effectivement de vos besoins. Alors besoin en termes de mémoire, besoin en termes de CPU, besoin en termes de stockage, de bande passante réseau, besoin également en fonction de ce que vous pouvez payer. Donc là encore, trouver les meilleurs rapports qualité-prix, hein. Et donc globalement, effectivement, l'infrastructure AWS propose à des hyperviseurs sous-jacents et donc vous permet d'instancier facilement des machines virtuelles. Donc, on parlera de ces deux à chaque fois. Donc, ce sont des machines virtuelles qui tournent sur les hyperviseurs gérés par les équipes d'AWS. Donc, c'est des hyperviseurs que vous n'allez normalement pas voir, effectivement, parce qu'ils sont maintenus en condition opérationnelle par AWS. Alors, à savoir, c'est que par défaut, effectivement, les hôtes de virtualisation vont héberger des machines en multi-client, multi-tenancy. Donc, on a une isolation entre chacun des clients, mais techniquement parlant, les machines virtuelles, vous pouvez avoir la machine virtuelle du client 1 et du client 2 qui vont tourner sur le même hyperviseur. Donc ça, c'est effectivement par défaut, c'est le principe même d'un fournisseur de cloud hyperscale. Et le multi-tenancy permet également les économies d'échelle associées derrière. Si néanmoins vous ne souhaitez pas partager, vous souhaitez avoir des machines virtuelles mais que sur votre hyperviseur à vous et non partager entre guillemets avec d'autres clients, il existe la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des dedicated hosts, hein, c'est-à-dire des hosts qui vous sont dédiés et il n'y aura que vos machines virtuelles qui tourneront dessus. Alors, bien entendu, ça coûtera un petit peu plus cher, c'est normal, hein. Quand on veut être dans un mode plus privatif, eh bien, ça coûte toujours plus cher. On parle ici de machines virtuelles, hein, avec le C2, donc ça veut dire qu'on est sur de l'infrastructure de service, ça veut dire que le niveau de responsabilité d'AWS s'arrête en gros à proposer une infrastructure de virtualisation qui fonctionne, qui est à jour, qui est sécurisée, qui est opérationnelle. Ce qui se passe après à l'intérieur des machines virtuelles n'est pas le souci d'AWS, c'est le souci de vous, client. Et donc la gestion de la bonne configuration de l'operating system, des applications à l'intérieur, du patching, etc., reste sous la responsabilité du client. Donc ça, c'est important de savoir effectivement en termes de responsabilité où est-ce qu'on en est par rapport au service. Donc là, ici, on est sur de l'infrastructure de service. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que, globalement, l'infrastructure est toujours disponible 24/7, l'infrastructure de virtualisation et donc vous pouvez lancer et démarrer une instance Amazon EC2 en quelques minutes, et ça, c'est plutôt assez intéressant. On ne paye que pour le temps, d'instanciation de la VM, c'est-à-dire le temps de compute, c'est-à-dire le temps, pendant lequel l'instance est démarrée et on paye effectivement, globalement, l'occupation, sur l'infrastructure, AWS, l'utilisation de CPU et de mémoire derrière. Le disque est géré et facturé à part. Donc on paye effectivement uniquement ce qu'on consomme et il existe différents types de pricing. Alors effectivement, vous avez un pricing spécifique à la partie dedicated host, donc ça va se payer, ça va être facturé en supplément des VM en tant que tel, le dedicated host. Et ensuite, pour le pricing des VM, c'est très important de savoir effectivement quels sont les modèles de paiement pour ces machines virtuelles. Donc il y en a globalement 4. Soit le prix à la demande, le pay-as-you-go ou le on-demand.
Donc là, en gros, vous avez un prix public et puis donc qui va être facturé à la seconde ou à la minute, je ne me rappelle plus, mais c'est vraiment un prix public. Et puis après, ben, on peut avoir des prix négociés au travers de deux vecteurs d'achat que les gens qui font du FinOps connaissent bien. Le premier s'appelle l'instance réservée. Donc là, en gros, vous engagez sur 1 an ou 3 ans à, euh, à payer, entre guillemets, d'avance l'instance réservée, alors avance, mais ramenée après au mois, donc ça peut être lissé. Et puis, on a également la notion de saving plan, qui lui est une enveloppe de compute derrière. Je ne vais pas entrer dans le détail, on en reparlera après. Mais globalement, sachez que ces deux vecteurs d'achat de prix optimisés basés sur un engagement vont être sur des engagements de 1 an ou 3 ans et peuvent vous amener à faire des économies jusqu'à 72% d'économies. Donc c'est absolument fondamental de connaître ces éléments-là. Il y aura des questions dans l'examen qui traiteront forcément de dire quel est le meilleur vecteur d'achat, sachant ma situation, et puis on vous décrit une situation. Le dernier vecteur d'achat, le quatrième vecteur d'achat possible pour des instances EC2, c'est les instances spot, qui consistent en gros à utiliser ce qui est non utilisé justement comme ressource dans les data centers d'AWS. Et donc c'est un principe d'offre et de demande qui dit, bah, par exemple, si à un instant T, on a certains hyperviseurs qui sont peu utilisés avec des gabarits de VM donnés, eh bien on peut le demander à les utiliser avec des économies très fortes, on peut aller jusqu'à 90% d'économies. Il y a toujours une contrepartie derrière quand les économies sont fortes, c'est que si l'offre et la demande s'inversent, c'est qu'à ce moment-là, beaucoup de gens demandent des instances en mode on-demand ou saving ou reserved, eh bien, effectivement, il y aura priorité aux gens qui payent plus cher. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir une préemption des VM. Et donc, les instances seront arrêtées très rapidement. C'est dans les 30 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, effectivement, ce n'est pas fait pour tous les workloads. Ce sera plutôt fait pour des workloads qui sont interruptibles ou qui ne nécessitent pas d'avoir une haute disponibilité parce que les SLA, forcément, ne sont pas les mêmes dessus. Donc, les pricing models sont importants à connaître pour la certification, même en général, dès qu'on va parler de ces deux dans AWS. Donc l'idée effectivement est de payer, d'économiser derrière en ne payant effectivement que ce dont on a besoin et qu'on utilise. Ça c'est la différence avec une infrastructure à demeure où on achète, on achète en gros le matériel et le logiciel derrière, et puis après qu'on l'utilise ou pas, on a payé. Ça c'est un paiement souvent qui est en upfront. Donc là on est sur du paiement à l'usage, et donc l'idée c'est vraiment de ne payer que le temps où on instancie effectivement les machines virtuelles. Ça peut être des machines virtuelles sur des systèmes d'exploitation Windows comme des systèmes d'exploitation Linux. Les deux sont disponibles et il existe bien entendu tout un ensemble de gabarits et de types disponibles. La liste est longue, mais globalement, elle se répartit dans différentes familles qu'on va voir juste après. Et ensuite, eh ben, pour chacune des familles, vous avez une nomenclature ensuite qui va vous dire, bah voilà, ça c'est la M7G.medium, et puis vous avez le détail derrière à quoi ça correspond. Un vCPU-C, 4 Go de mémoire, les disques durs uniquement sur EBS, la bande passante disponible derrière, et puis la bande passante vers les disques également, donc pour les performances des disques. Donc tout est détaillé ici. La liste est assez longue. Il faut connaître un petit peu au moins les types d'instances. Donc savoir s'il y a les general purpose. En gros, quand vous ne savez pas, pour un usage généraliste, ça ira très bien. Après, si vous avez besoin de faire du calcul basé sur du CPU, il y a des instances spécialement dédiées pour ça, avec des processeurs derrière plus optimisés en termes de performance. Si on a par exemple des bases de données en mémoire, on peut utiliser donc du coup des instances optimisées pour la mémoire. On peut avoir des instances avec de l'accélération matérielle derrière. On peut avoir des instances dédiées au stockage. Donc si on a des filers ou là encore des bases de données qui font beaucoup de traitement derrière, ben, ça peut être intéressant de prendre ces instances-là. Et puis si on fait du high performance computing, là encore il y a des instances particulières. Donc généralement, beaucoup de gens vont commencer d'abord par la general purpose sur la plupart de leur workload, et ensuite quand il y aura des workloads très particuliers, eh bien c'est là effectivement où il faut aller regarder un petit peu ce qui est disponible et de se dire, bah, par exemple sur ces modèles-là, bah, si on fait par exemple de l'IA ou de l'entraînement, peut-être que ça vaut le coup d'avoir des NVIDIA, des cartes avec des GPU particuliers qui sont spécifiquement prévus pour faire de l'entraînement de modèles ou du machine learning en termes d'inférence. Et là, effectivement, vous avez, après, il faut aller un petit peu piocher sur sur ce qui est disponible derrière. Là encore, si on est sur du stockage, et ben là, on aura peut-être des machines où il y aura des SSD ou des NVMe qui seront plutôt plus optimisés derrière. Donc, il faut vraiment aller piocher à l'intérieur, de regarder un petit peu de quoi on a besoin, sachant qu'effectivement, le but n'est pas de prendre des machines qui sont trop grosses ou inadaptées par rapport à l'usage de l'applicatif qui est derrière.
À savoir, c'est qu'il existe une fonctionnalité qui s'appelle l'Amazon EC2 Autoscaling, qui va permettre en gros de rajouter ou de supprimer des instances EC2 en fonction de l'offre et de la demande et en gros de la charge applicative derrière. Donc ça va être intéressant par exemple sur alors des applications déjà qui sont capables de scaler horizontalement, donc, je ne sais pas, une ferme de serveurs web par exemple, si elle sait scaler horizontalement, ça peut être intéressant de se dire, elle va débuter à tant de nœuds, elle est jusqu'à tant de nœuds, et puis après on va avoir un mode de scaling qui va permettre de rajouter ou de supprimer des nœuds. Donc pour le scaling, on a deux options qui sont disponibles, soit le scaling prédictif, qui en gros, basiquement, est basé par rapport à un calendrier. Donc je ne sais pas si vous travaillez, enfin si votre application a plus d'activité pendant la semaine, parce qu'elle est liée à l'activité des employés par exemple, eh bien pendant les 5 premiers jours de la semaine, effectivement, il y aura peut-être, je dis n'importe quoi, 10 instances. Et puis si on sait que le week-end, il y a une activité réduite, voire quasiment inactive, on peut descendre à une instance par exemple pour là encore optimiser les coûts et l'empreinte carbone derrière. Aujourd'hui, quand on parle de coûts, on parle également d'empreinte carbone et de sustainabilité. Deuxième option, on peut avoir également le dynamic scaling qui est en fonction de critères, va scaler de manière automatique. Par exemple, si X% de CPU sont consommés sur l'ensemble de la ferme, on rajoute des nœuds ou on en enlève. Là encore, les deux peuvent être combinés ensemble pour ces mécanismes d'autoscaling. Donc on va avoir la notion, là encore une erreur ici, c'est pas très grave. On va encore avoir la notion d'autoscaling group dans lequel effectivement on va avoir plusieurs serveurs qui sont gérés comme ça. Et puis bien entendu, quand on va avoir des fermes de serveurs qui vont grandir ou rétrécir, eh bien, il faut penser à l'équilibrage de charge réseau. C'est qu'à un moment, effectivement, il y a un équipement réseau qui va recevoir la requête et qui va devoir la dispatcher vers une des machines virtuelles qui fait partie d'Autoscaling Group. Et donc là, pour le coup, effectivement, on va combiner ça avec un équipement réseau, ou plutôt une ressource réseau dans AWS qui s'appelle l'Elastic Load Balancing. Et ça, on le verra dans la partie qui sera dédiée donc dans la vidéo qui sera dédiée au réseau. Autre élément du compute AWS à connaître, AWS Lambda. Donc là, c'est du serverless computing. Alors serverless ne veut pas dire qu'il n'y a pas de serveur, ça veut juste dire que vous n'avez pas à provisionner ou à gérer les serveurs qui sont derrière. C'est fait par le fournisseur, en l'occurrence AWS. Donc il y a toujours des serveurs derrière, mais effectivement, vous n'avez pas à les provisionner comme vous provisionnerez des VM avec EC2. Donc ce sera des fonctions programmatiques derrière qui seront déclenchées et qui seront ensuite exécutées. Et puis généralement, AWS Lambda sera facturé effectivement au temps d'exécution de l'applicatif ou de la fonction. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est 100% pass. Et donc associer toujours le mot lambda avec serverless. Rappelez-vous que c'est juste pas qu'il n'y en a pas de serveur, c'est juste que vous ne les gérez pas. Autre moyen de faire du compute qui est de plus en plus généralisé aujourd'hui, c'est d'exécuter des applicatifs sous la forme de containers. Donc le container, on virtualise le kernel des systèmes, des hôtes derrière. Et globalement, les quelques services à connaître à minima, au moins pour la certification dans AWS, sont le premier, qui est le service historique qui s'appelle AWS ECS, Elastic Container Service, donc qui est un système d'orchestration de containers qui est hautement scalable, très performant, et qui donc supporte Docker. Pour le coup, Docker dans son édition communautaire ou les éditions entreprises. Donc ça, c'est on va dire l'historique. Aujourd'hui, la tendance est quand même d'utiliser un peu plus de l'orchestration à base de Kubernetes. Kubernetes est un projet open source initialement fourni par Google, mais qui s'est généralisé et qui est devenu le standard de l'orchestration de containers, quels que soient les fournisseurs de cloud. Et donc l'implémentation en termes de service managé côté AWS, ça s'appelle donc Amazon EKS ou Elastic Kubernetes Service. Et là, pour le coup, on a un service managé, donc qui vous permet de déployer très rapidement un cluster Kubernetes, d'avoir un control plane qui va gérer la partie master de manière automatique et d'exécuter après le reste des workloads sur des instances EC2. Donc là, en gros, retenez que EKS vous permet de faire tourner de manière managée un cluster Kubernetes en AWS. Dernière option à connaître si vous avez des questions sur quelle est la meilleure option pour déployer une application container. La dernière, c'est Fargate. Et Fargate, là, on est sur un serverless compute engine pour les containers. Donc ça veut dire effectivement que là, vous ne verrez même pas d'instance EC2 derrière, tout est masqué. Et donc on n'a pas à provisionner ces instances derrière alors qu'on doit le faire pour les parties EKS.
À noter, c'est qu'on peut associer Fargate avec ECS ou avec EKS dans des scénarios d'extension notamment. Donc Fargate, effectivement, retenez, c'est du serverless compute, mais pour les containers. Si vous voulez du serverless tout court en termes de compute, là on parlera plutôt de Lambda derrière. Retenez que EKS, c'est la version, le service d'orchestration Kubernetes façon AWS. Là encore, avec une intégration derrière avec les services EC2, donc les machines virtuelles, les réseaux, les VPC, on en parlera dans la vidéo sur le réseau, l'IAM qui est la partie identité, et puis le stockage EBS. Donc là, l'idée, effectivement, avec EKS, c'est de réduire les coûts sur la partie compute, de faciliter le déploiement automatique et la scalabilité du cluster EKS derrière. Et puis on a un control plan qui est géré à côté des équipes AWS. Voilà, on a fait le tour en gros des choses qui sont à connaître pour la certification Cloud Practitioner. Donc côté compute, retenez que vous avez la partie effectivement EC2 qui sont les machines virtuelles côté AWS. Et donc là, on est vraiment sur de l'infrastructure de service. Que vous avez ensuite la partie vraiment purement serverless. Et là, on va parler de Lambda. Et là, on est sur du PaaS à 100% ou du FAS, du Function as a Service. Ça dépend des nomenclatures, mais ça reste du PaaS derrière. Et puis pour la partie container, eh bien, plusieurs options. ECS, donc la solution historique d'AWS. EKS, l'implémentation Kubernetes dans AWS. Et puis dernière chose, effectivement, AWS Fargate, qui est l'implémentation en serverless pour faire tourner des containers chez AWS sans gérer la moindre infrastructure sous-jacente derrière. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous encourage à aller voir les autres vidéos pour la préparation à l'examen Certified Cloud Practitioner AWS. Vous avez la playlist qui est disponible derrière dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et puis sinon, quelque part par là ou par là, je vais vous mettre également le lien vers la playlist. Merci beaucoup et à bientôt.